Les pétarades sont caractéristiques. Rien à voir avec le feulement d'une Allemande ou d'une Japonaise. Ils sont une cinquantaine sur cette petite route de Bourgogne. Leur point commun, la Théroux, la plus populaire de nos marques de motocyclettes françaises. En quelques 70 années, et malgré 2 guerres, ces motos ont été produites à Dijon à plus de 600 000 exemplaires. C'est vraiment fabuleux, surtout que il n'y a pas une ratée. Alors bon, le carburant est un peu trop riche, fait que des fois elle ratatouille un poil, mais bon, quand tu remets dedans, c'est le seul. Ça coupe les longs, c'est fini. Puis en montée, tu peines jamais. C'est quand même des beaux engins. C'est une espèce à la fois de fierté et puis de. Là, on leur rend hommage, quoi, à ces machines-là, puis aux gens qui les ont fabriquées. Cette part de l'histoire, elle a eu lieu à Dijon. On n'en est pas les héritiers, mais enfin, on porte un peu le flambeau. Tachymètre, totalisateur kilométrique, frein à tambour, tout y est déjà dans les années 50. Mais avant d'avaler les kilomètres, il a fallu remettre sur pied ces survivantes, parvenues jusqu'à nous après des années d'oubli au fond d'une grange. Ils sont tous là pour Moto Légende à Prenois près de Dijon, la grande fête européenne de la moto ancienne. Près de 30 000 visiteurs pour l'édition 2014. Ce matin-là, Arnaud Farison, le président du club Théroux à Dijon, est plein d'espoir. Si aujourd'hui la plupart des échanges ou des achats se font sur le net, pour trouver la pièce rare, rien de mieux que le terrain et l'échange avec ceux qui partagent la même dévotion pour la saga Théroux. C'est 15 €, c'est ça? Ouais. Ok. C'est un sélecteur pour Théroux à 4 vitesses, ouais. Bah, je vais vous le prendre. Ça marche. C'est le premier stand où je vois de la pièce vraiment d'ancienne. La pièce que cherche Arnaud est rare, comme la moto chargée d'histoire à laquelle elle est destinée. Il faut alors être à l'affût et une rencontre peut tout changer. Salut Jean-Luc. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. On est ennuyé avec le boisseau des carbus pour la 350 du club. C'est un hamac en taille 6 et le boisseau est bien usé. Et on en cherchait en bon état. Est-ce que tu aurais ça dans un vieux stock? Oh si, je dois avoir ça, mais il faudrait passer à l'atelier. On a cherché depuis un petit moment sur les bourses, on ne trouve pas. Et bon, c'est des foires fabriquées en neuf, mais on n'a pas trouvé non plus. Donc, Non, en neuf, ça se fabrique pas. Mais je vais trouver un truc qui va aller impeccable. Ok, ça marche. Y a Eh aucun problème. je t'appelle et puis je passe apprécier un de ces 4. D'accord. Ok. Allez, salut, bonne balade. Ça marche. Au début des années 50, les besoins en locomotion sont énormes. Fini la guerre et ses restrictions, il est temps de profiter des congés payés et de se remettre à vivre normalement. Alors, comme la voiture reste un produit de luxe, la motocyclette a le vent en poupe. Environ 480, c'est le nombre de marques françaises de motos qui ont officiellement existé au long du siècle. Aujourd'hui, il n'en reste aucune, plus de motos françaises. J'ai trouvé ça sur la bourse. C'est pour une Théroux un peu sportive sur laquelle il y a une boîte 4 vitesses avec un sélecteur à main. Je me suis fait plaisir, il me le manquait, donc voilà. On n'avait pas de changement automatique et on utilisait les 2 mains, les 2 pieds tout le temps, avec lâcher le guidon pour passer une vitesse et ainsi de suite. Je pense que c'est un petit peu abstrait quand tu as juste ça devant les yeux, mais à quoi ça servait? Bon, alors c'était sur le côté droit du réservoir, il fallait... Oui, mais en même temps, c'est presque un symbole de toute cette passion qui est là ce week-end. Ouais, c'est vrai. Il y a des mondes ici qui cohabitent. On a ceux qui viennent uniquement pour la compétition, les gens comme toi qui viennent par amour d'une marque, et puis les gens qui viennent pour cette nostalgie qui est là, cette envie de retrouver la machine de leur jeunesse qu'ils n'ont pas pu se payer à l'époque.
fois maintenant, enfin depuis une quinzaine d'années, quand on circule dans Dijon avec une moto, si on s'arrête, eh ben, il y a plein de gens qui viennent nous causer. Alors soit des fois ils nous sortent les photos du portefeuille. Ah, regarde, ça c'est quand j'étais avec ma femme en voyage de noces avec la 125 Terreau. Ah bah j'ai mon père qui a travaillé chez Terreau, ou alors s'il y avait l'école d'apprentissage. Je me souviens les essayeurs, enfin, ça évoque un tas de souvenirs et moi j'ai découvert ça en arrivant à Dijon, hein. Je ne suis pas dijonnais de naissance. C'est pas vraiment une nostalgie mais ça fait partie de l'histoire des gens. J'ai entendu dire que les bâtiments terreaux à Dijon allaient être préservés. C'est-à-dire que l'occupant actuel a vidé l'ensemble des bâtiments. Il semble que le Grand Dijon soit sur le point de préempter. Il y a des questions de dépollution qui se posent. Mais dans l'idée, c'est on sauvegarde tous les volumes et on réaménage les intérieurs. Ah, s'ils pouvaient en faire un grand musée de la moto en France, ça serait vraiment chouette. Alors ça, c'est une idée parce que c'est vrai que faire un musée strictement terreau dans les bâtiments, bon, on n'a pas Non, ça ne vocation. justifie pas. Ça ne justifie pas, même si terreau est important pour la ville et pour son histoire, mais un grand musée de la moto française, ça serait drôlement bien. La moto en France. D'autant que ce qu'il y a à préserver, c'est pas que des machines, c'est une histoire aussi, c'est des photos, c'est des documents. Ça n'existe pas. Eh ben, nous, on a l'association, notre club, Arboracam, il est constitué depuis 1989. Alors, l'objectif, c'est de faire rouler les motos, on fait des sorties, tout ça, on restaure, d'accord. Mais on a aussi un objectif de collecte et de sauvegarde du patrimoine iconographique. Global. On a des affiches, entre 2006 et 2010, j'ai numérisé 2200 photos d'usines. C'est-à-dire des photos qui ont été prises entre 1899 et 1960 dans les murs de l'usine, des négatifs sur plaques de verre. C'est des photos des ateliers, c'est des photos des motos, des photos de catalogue, c'est des photos de l'usinage, du chromage. De terreau, tout. Chez Terreau, dans les murs de chez Terreau. C'est pas que la moto, hein. Terreau, c'est des vélos. Des landaux. Voilà, des landaux, des poussettes et des tas de choses, oui. C'est assez étonnant quand même, on fait cohabiter tout ça. Donc là, on entend les motos des champions qui roulent en piste et on discute du patrimoine français industriel. Le premier modèle de moto est proposé dès 1903. Un vélo sur lequel Charles Terreau greffe un petit moteur. 1000 motos par an en 1921, 10 000 en 25, 24 000 en 1930. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de camp, oui, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un... Terreau s'offre alors boulevard Voltaire à Dijon, l'usine la plus moderne au monde. Cette usine, Jean-Louis Deschaumes, collectionneur et membre du club, en a toujours rêvé. Terreau cesse son activité à Dijon dès 1962, même si des cycles Terreau seront commercialisés jusqu'au début des années 70. Plusieurs propriétaires vont occuper les lieux, mais aujourd'hui, l'usine est complètement vide. Salut Jean-Claude. Salut Jean-Louis. Salut Jean-Louis, ça va va les gars. Ça Ça va. Pleine forme. T'as vu, les portes sont ouvertes, hein? Ah oui, hein, je vais te dire, depuis le temps qu'on veut la visiter. Ça fait mal au cette usine. cœur quand Ouais, même. ouais. hein. Ça vous rappelle les bons souvenirs. Ah oui. Allez, go, on y va les gars. On rentre, on Ouais. rentre. En avant, marche. On a commencé là. Allez, tiens, allez, rentre on la est moto parti. dedans. Très vite, les souvenirs refont surface. C'est vrai, l'école d'apprentissage n'y entrait pas qui voulait. Et puis à Dijon, dans les années 50, travailler chez Terreau, c'était une fierté. Qu'est-ce qu'on fabriquait ici, dans ce niveau-là? Fabriquer les vélos, les voitures d'enfants, Oui. les remorques, Oui. les poussettes. Les remorques de jardin? Non, 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 les petites remorques Terreau qu'on connaît. Alors les vélos étaient fabriqués là, dans cet atelier-là. Il y avait aussi dans ce secteur-là une partie où il y avait les pièces détachées pour les vélos, pour tout ce qui était fabriqué. Oui, les pièces détachées, si on prend les pneus, c'était encagé. C'est-à-dire une personne qui était responsable. Et les pièces qui étaient susceptibles ou bien de tenter le personnel, c'était sous clé. Combien de personnes là, qu'il y avait là? Ben, je sais pas, moi, il devait peut-être y avoir 150 personnes au moins, 200 150 personnes quand même. Ah oui. Quand ça devait grouiller là-dedans, quand tout le monde était là-dedans, ça devait faire du bruit, tout ça, ça devait... Ah oui, oui. Une chose que je donné, ne me souviens hein. plus, les maillages, c'était où les maillages? Je ne me rappelle plus. Ah, les maillages. Les maillages, c'était au dernier étage. Il est en dessous des dents de scie. Il y avait le four-tunnel, le grand four-tunnel où ils émaillaient en noir.
tout ce qui n'était pas très lourd, c'était Voilà, fait sur les derniers étages. Et après, plus c'était lourd, plus on les descendait. machines d'outils étaient au rez-de-chaussée. Ouais, d'accord. Arrivé au bout, tu avais les filteuses avec leur petit pinceau qui faisaient les filets. Et une fois que les vélos étaient terminés, ils passaient à l'emballage. Voilà. Tu vois le scotter. Je fais ça, il y avait 2 lignes de soudure. C'est là que j'ai appris à planer avec une savonnette et puis le marteau. Bon, on monte sur le toit. On va aller voir ce qui se passe là-haut, les gars. Alors là-haut, Hein tu vas voir... On va aller dans le site de l'usine. Au plus fort de son activité, près de 2000 Dijonnais travaillaient ici et jusqu'à 3000 agents dans le monde. De ce formidable patrimoine industriel, en plein cœur de Dijon, restent aujourd'hui des locaux quasiment intacts. La façade principale, avec l'inscription Terreau, est classée au Monument de France. Je ne sais pas si tu as vu les bâtiments, comment ils sont construits. Tu as vu la ferraille qu'il y a, le béton qu'il y a là-dedans. C'était une usine hyper moderne. Et en plus, si tu veux, ici, il y avait de la fabrication de très haute qualité. Les machines qui sortaient d'ici, que ce soit les 500, les 125, qui étaient une machine vraiment populaire, qu'il y en a vendu, je ne sais pas combien de milliers, moi. Mais c'était des machines, si tu veux, d'abord qui fonctionnaient bien, qui étaient vendues en France, qui étaient vendues à l'étranger. Et toutes les machines étaient essayées. Toutes les motos. Voilà, toutes les motos essayées. Le salon du cycle et du motocycle tient ses assises à Paris. La motocyclette est présentée au salon sous toutes ses formes et sous des cylindrées diverses. Les 175 cm3 à 2 temps et 3 vitesses voisinent avec les 250 4 temps 4 vitesses qui atteignent sans peine le 125 à l'heure. Petites ou grosses cylindrées se caractérisent toutes par une recherche dans l'amélioration des performances et du confort. Le scooter pour tous... Dans les années 56-57, quand il y a eu les dernières machines qui sont sorties, que ce soit les ténors ou les rallyes, et même les tenaces, c'est quand même des machines qui tiraient déjà 15 chevaux. C'était des machines qui étaient données pour 125 à 130 km à l'heure quand même. Hein. Et en plus, le terreau a fait des courses. Ils ont gagné les courses. Le sport est porteur et Terreau s'y implique sans réserve. La marque remporte en 1934 le bol d'or et exporte des machines jusqu'au Japon. Une bonne occasion de soigner sa publicité et d'élargir ses ventes. Donc il y avait un service course. Il y avait un service course et quand les équipes terreau arrivaient sur un circuit, c'était sûr qu'elles allaient gagner, quoi. C'est en 1959 que les ennuis commencent pour Terreau, qui se lance dans la production de scooters pour concurrencer Vespa. Un raté qui va précipiter sa chute. En 1958, Terreau est racheté par son concurrent historique, Peugeot. Mais pour Arnaud Farison, retour à la case départ. Le temps, ça ne compte pas et le passé n'est pas définitivement révolu. C'est quelqu'un? Ouais, c'est là Arnaud. C'est au fond, au bureau. Jean-Louis Deschaumes, la Terreau, il est tombé dedans tout petit. Ses parents roulaient déjà en Terreau. Mais pour lui, tout a vraiment commencé en 1982, quand il découvre une machine en train de pourrir sur un chantier, gorgée d'eau et gagnée par la rouille. En digne fils de mécanicien, il se lance dans la restauration de sa première 500 terreaux et depuis, le virus ne l'a jamais quitté. Celle-là, elle était comment quand tu l'as récupérée? Elle n'était pas comme ça? Ah bah elle n'était pas comme ça du tout, c'est une épave, hein, semi-épave, donc c'est un budget énorme, c'est des heures et des heures de travail à passer dessus, c'est de la recherche, c'est tout. Hein. Au fil du temps, j'en ai ramassé quand même pas mal les machines. C'était quoi la première? Ma première moto, c'était ma 500 RGST. C'est avec laquelle tu roules là? Celle que je roule, mon fidèle destrier, D'accord. on dirait, l'inséparable. T'en es où dans les modèles? T'as tout? Non, j'ai pas tous les modèles. Ce qui me manque, bon, c'est la plus grosse cylindrée de chez Terreau, c'est la 750, que tout le monde recherche, comme celle qu'on a au club. Tu vois, Tiens, ton parenthèse, regardez pour ton flotteur si j'ai vraiment quelque chose. Pour ton boisseau, je veux dire. Non, j'ai pas toi. Je peux pas te dépanner, garçon. Bah écoute, on verra bien, on va attendre. Mais on va essayer de trouver ça. Le bouche à oreille, ça va marcher.
Une quoi celle-là? C'est une 500 hein? C'est une 500 Terreau RSSE 1939. Et tu vois, donc en vieillissant, avec tout le temps que j'ai passé à restaurer ces machines, eh ben, tu t'améliores sur chaque machine, tu fais un petit peu. Tu le sens? Tu fais un peu mieux. Toi. Un peu mieux, tu dis. Ça va un peu plus vite ou tu fais plus sophistiqué? T'es plus technique. Tu arrives dans le petit détail qui va bien, toi. Moi, j'aime bien une machine qui soit nickel, qui soit belle de A à Z, qui sort de l'usine. C'est ça l'objectif, c'est pas de te dire je la fais pour telle date, c'est je la fais nickel. Celle-là, elle est prête pour partir en Normandie, tu vois. Donc on va aller dans le bocage normand avec ça, avec ma fille derrière, déguisée en maquisard avec les brassards et fétis. On va faire la libération. D'accord. Donc c'est une machine qui est juste avant la guerre, elle est de 1930, HST, le cheval de bataille de chez Terreau. Le cheval de trait un peu. Hein. Le cheval de trait qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Ça, on a promené du monde ces trucs-là. On a emmené maman au bal derrière, dans le San, ça devait être bon. Précy-Soutil, à une 60aine de kilomètres de Dijon. Pour Arnaud Farison, l'aventure continue. Il lui manque toujours la fameuse pièce de carbu pour pouvoir rouler avec la 350 chromée. Salut Jean-Luc, ça va? Ça va, ouais. Ouais. T'as sorti ta moto, j'ai vu. Ah bah tu vois bien, il y a un rayon de soleil. Bon, Dijon Précy, c'est quand même pas mal en moto. C'est pas mal. Je t'ai trouvé ton carbu, là, ton boisseau que tu cherchais. Bon, c'est pas un 999, mais là, tu vas t'en sortir. Bon, on va aller remettre ça sur la moto, puis on va essayer de démarrer, puis d'aller se promener un peu, de rouler. Ça j'adore, moi, les fabriquer. Celui-là, c'est un tube de quoi, ça? Ça doit être un HSSR. J'ai pas su de celui-là, je t'avais demandé si tu allais avoir des silencieux. Moi, c'est pour une HSSO 2, donc 29-30. Ouais. C'est les cours. Bah tiens, tu les as, hein, ils sont là. Tu vas pouvoir t'en sortir, là, et finir ta restauration. Impeccable. Tu peux aussi faire à la demande si besoin. Ah bah on fait plein de choses à la demande. Nous, notre point fort, c'est d'amener avec une moto le matin et je te fabrique tes échappements. Tu repars à midi ou dans l'après-midi, tu as des échappements de finis. Hein. Sinon, tiens, j'ai fabriqué ça aussi pour les terreaux. Là, j'ai fabriqué un guidon. Un guidon, pareil, avec les leviers, parce qu'il fallait un levier de décompresseur. Tu avais le frein, l'embrayage et le levier de décompresseur. Donc ça, tu l'as fait au modèle? Oui, bien sûr, on m'a donné un modèle, il est là-bas. Si ça intéresse des gars, bah, on en fera une petite série. Ouais. En fait, c'est le seul en France qui vend des pièces qui sont fabriquées ici sur place, quoi. Oui, bien sûr, je suis le seul. Moi, c'est vraiment une passion, j'adore bricoler. Je ne saurais pas faire autre chose, alors je reste là-dedans. En tout cas, bon, pour cette fois-ci, on doit déjà une fière chandelle avec le carbu. Bah écoute, va monter ça et vous me tenez au courant. Ouais, je te tiens au jus. Ok. Ça marche, pas de problème. Bon, bah allez, je te remercie. Allez, bye bye. À bientôt. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, he's looking so cute. Tu vois, là, c'est la moto dans sa config d'époque. C'est la moto à Vermeau des Roches. On le sait avec précision, on est sûr que c'est celle-là parce que sur d'autres photos, on voit bien l'immatriculation et c'est vraiment celle qui correspond. À la fois parce que ça faisait de la réclame pour Terreau, leur démonstration, et en même temps parce que lui était copain avec le patron de chez Terreau avec lequel il faisait de l'alpinisme. Bon, ben, ils ont obtenu certaines faveurs, dont l'entretien et la réparation de la moto gratuitement. Et en 32, ils font chromer complètement la moto. Ouais, il y a eu un moment, elle avait des repose-pieds sur l'axe de la roue avant aussi pour faire quelle figure, je sais pas. Là, il y a l'entrée. La vie d'un club terreau tourne autour de quelques idées fortes. Rouler, restaurer, entretenir et conserver tout le patrimoine lié à la marque. Les projets ne manquent pas. Dernier en date, la restauration d'une 750 d'avant-guerre. On a acheté la fourche, les garde-boue, le bidon, le réservoir d'huile. Qu'est-ce qui manque à part ça? Ça. C'est la pièce qui nous manque. Et c'est vrai que bon, c'est un beau projet quand même. Hein. Quand ça sera remonté,
sera intéressant. Hein. C'est un beau projet. Comme la 500. Projet sur lequel il va falloir qu'on se penche à plusieurs, parce que pour la 500, il y a quelques-uns qui se sont posés dessus. Maintenant, on passe au modèle supérieur, la 750 Tero. On a de la chance d'avoir récupéré une bonne partie de cette moto-là, qui est quand même une machine hyper rare. Ouais. En 38. 39, bah, elle est sortie juste avant-guerre. Avant-guerre. Cette moto-là, admettons qu'on la démarre demain. On a toutes les pièces, tu dis? Ah ben si on a toutes les pièces, un an, 2 ans. On en a pour 4 ans. 4 ans. Enfin, on a du boulot, hein. On a du boulot. Et nos sorties moto. Et nos sorties. Un petit peu de plaisir quand même. Oui, un petit peu. Pas que du boulot, t'as raison de le souligner. Et puis, il y a toujours cette crainte de voir disparaître les locaux du boulevard Voltaire. C'est pourquoi existe cette envie de voir un jour, à Dijon, derrière ces murs, la création d'un musée terreau pour perpétuer le souvenir de ce qui restera dans la mémoire collective une formidable aventure industrielle. Mais pour le moment, celui que l'on attend sagement devant les portes de chez Terreau, c'est Arnaud Farison. Il a gagné son pari et la reconnaissance de ses pairs. Grâce à lui, l'aventure peut continuer. Enfin! C'est aujourd'hui la sortie annuelle du club, le Tour de Côte d'Or. À froid comme à chaud, la Terreau fait preuve d'une bonne volonté évidente. 2 à 3 coups de kick suffisent à la faire démarrer. Dans de bonnes conditions, on tutoie facilement la barrière symbolique des 100 km/h. Mais la vitesse de croisière idéale tourne autour des 70. Au-delà, le vaillant monocylindre commence à vibrer. Là, il y a l'arrivée d'essence qui est bouchée. Dans le réservoir, il y a un peu de rouille dans le réservoir, et puis ça bouche l'arrivée d'essence, comme il y a un petit filtre. C'est bouché, puis la moto elle ratatouille. Hein. Le moteur il avale tout, c'est pas très bon pour lui. Et puis il faut la trousse à outils. Hein. Allez, vas-y. Ouais, ça doit être bon. Même si les performances restent modestes, le comportement routier de la Terreau est sans surprise. La position en selle est relaxe, le freinage plutôt spartiate et la prise d'angle limitée par la position très basse des repose-pieds. Le passage des vitesses se fait à l'ancienne, à droite. Alors forcément, avant la prise en main, on écoute les plus expérimentés. Là, on l'antenne, si on peut éviter ça, serait aussi. Bon Arnaud, très agréable. viens voir s'il te plaît. Tu pourrais m'en dire un peu plus sur la 500 parce que c'est la prochaine étape après la 125. Et là... Ça angoisse un petit peu. Un peu. Ouais. La principale différence, c'est quand même la cylindrée. C'est une moto plus puissante, donc il faut prendre un peu plus de précautions, notamment au démarrage. T'enlèves un peu d'avance, tu la mets à moitié, parce que sinon quand tu vas appuyer sur le kick, tu risques de me reprendre le retour. De prendre le retour et puis de laisser ta cheville. D'accord, ouais, c'est sûr. Par principe, tu ouvres l'essence, tu appelles l'essence sur le carburateur avec le petit titilleur qu'on voit là. Au kick, tu mets ton moteur en compression, gentiment. Tu décompresses. Une fois que c'est lancé, tu lâches ton décompresseur, tu accélères un petit coup et si elle est bien réglée, elle part. Si elle n'est pas bien réglée, tu te fais une cuisse. D'accord. Voilà. Et ça c'est quoi? C'est la molette du frein de direction qui te permet de resserrer la colonne de direction pendant que tu roules en fonction des irrégularités de la route. Quand tu auras ton guidon qui va commencer à faire ça, tu te diras tiens oui au fait il m'a expliqué que si je serrais ma molette de direction, peut-être je serais moins embêté. D'accord. Voilà. Bon, ça t'empêche pas de rouler, après ça fait les bras, c'est tout. Hein. Tu t'es fait la cuisse avec le kick, après tu te fais les bras avec le guidon. C'est bien, c'est dans le programme. Voilà. Plus que jamais, la légende poursuit sa route.